Vous savez parler, hein, c'est indéniable, et donc en particulier sur les sujets de géopolitique auxquels vous mêlez des aspects économiques. Ça tombe bien parce que Trump, je crois vous êtes vraiment le géopolitologue actuellement que tout le monde devrait s'arracher, puisqu'en général, soit ils ont tous un biais. Vous avez toujours dit, j'ai pas de biais, je suis journaliste, mais je sais que la géopolitique, sans l'économie, sans le commerce, sans la finance, ça n'existe pas. Mais inversement aussi. Il y a aussi des données qui ne ressortent pas de ces éléments, ce qui rend si compliqué la matière géopolitique, parce qu'elle cumule et fait converger énormément de matières. Alors, là, on est aux 100 jours de Trump. Il est parti tout feu, tout flamme. On se dit que là, il fait une pause. Est-ce qu'il va se recentrer? Ça serait dommage. Ça serait comme en 2016. C'est exactement ce qu'il a fait en 2016. Il a commencé la fleur ou le canon, la fleur au fusil. Et puis, il a été rattrapé par l'état profond. Est-ce que ce sera le cas à nouveau cette fois-ci ou pas? Et quelle est la stratégie qu'il va, d'après vous, mettre en œuvre dans les jours et les semaines à venir? Alors, je ne crois pas qu'il va se coucher devant l'état profond. Il a cette fois-ci autour de lui une équipe assez étoffée pour combattre l'état profond. Mais là où il pourrait se fatiguer, c'est concernant le fait que l'accord de cessez-le-feu ne cesse de se reculer comme l'horizon se recule quand on avance. Et évidemment, il faut reconnaître que Poutine n'a pas l'intérêt pour l'instant à signer un accord de cessez-le-feu. Il avance inexorablement et il a devant lui une armée ukrainienne qui est tout de même, quoi qu'on dise, au bout du rouleau. Et un peuple ukrainien qui est aussi au bout du rouleau. Et une incapacité de la part du gouvernement de Kiev de mobiliser la jeunesse en dessous de l'âge de 25 ans. Donc de 18 à 25 ans, on ne mobilise pas. Ce qui semble assez étonnant pour un pays en guerre, mais ce qui est en tout cas une lacune gigantesque dans le dispositif militaire. Donc, Poutine n'a pas trop intérêt pour l'instant à un cessez-le-feu. Quant à Zelensky, il est tout de même confronté à une aile néo-nazie très très active en Ukraine qui met sur lui des pressions énormes. Il est donc entre le marteau et l'enclume, parce que d'un autre côté, il y a aussi Trump qui lui met la pression pour qu'il accepte un cessez-le-feu. Alors il y a eu ce dernier rebond. L'exploitation des ressources minérales ukrainiennes, l'accord signé entre Kiev et Washington, qui est une satisfaction pour Trump parce qu'effectivement, ça donne accès à des matières stratégiques et à des métaux rares qui sont vitaux dans cette période d'expansion de la robotique et du cyber, etc. Mais à moyen et long terme tout de même, parce qu'il faut reprendre une prospection géologique qui date de 1966, je crois. C'est ça, des années 60, donc ça date. Ouais, on n'est pas certain finalement des réserves et des voilà. sous-sols. Et c'est pas encore demain qu'on va creuser. Mais voilà, alors Kiev voit ça comme une petite garantie de sécurité, bien qu'elle me semble un peu hypothétique. Mais la question centrale, me semble-t-il, c'est est-ce que Trump a besoin d'un accord de cessez-le-feu entre Kiev et Moscou pour s'arranger avec Poutine et Lavrov sur une architecture de sécurité mondiale où serait co-gérée, il me semble que c'est en cours discrètement actuellement, la question iranienne, l'accès de l'Iran ou non à la bombe atomique. Co-géré entre la Russie et l'Amérique ? Exactement. Parce que la Russie a du poids à Téhéran. La Russie peut exercer une très très forte influence sur Téhéran. Et donc, la Russie a un rôle énorme à jouer pour arbitrer la question iranienne de l'accès au nucléaire. Et je crois qu'actuellement, c'est un des contenus des échanges non visibles par le grand public qui sont les plus importants. C'est ce qui n'est pas visible en diplomatie. Et là, je crois que ça discute activement. D'ailleurs, les Iraniens ont l'air plutôt assez contents, là. Et Trump a beau masser des bombardiers B-2 à Diego Garcia, il n'a pas envie de bombarder l'Iran, contrairement à Netanyahou, mais Netanyahou n'a plus son mot à dire avec Trump, contrairement à Biden. Et donc,
Voilà. Et donc, est-ce que Trump se soucie assez peu de l'Ukraine, il faut bien le dire, hein. Donc, il me semble que la question centrale, c'est est-ce qu'une architecture globale de sécurité est en train de se mettre en place entre Washington, Moscou et subsidiairement Pékin, puisque forcément Pékin, à ce moment-là, est aussi dans une certaine mesure associé à ces échanges. Mais est-ce que éventuellement, il pourrait même faire fi de toute forme de sécurité uniquement pour faire du commerce? Est-ce que les deux sont nécessairement liés? Je dis bien dans l'esprit de Trump, je dis pas dans le vôtre, ou pour vous, évidemment, oui. Ça va de pair. Est-ce que il pourrait pas finalement Trump se dire, bah oui, de toute façon, ils ne veulent pas s'entendre, les Européens restent des Européens, l'important est d'éviter une troisième guerre mondiale et d'être happé à nouveau comme lors de la première et deuxième guerre mondiale, dont il vient de rebaptiser la fin de ces guerres 11 novembre comme le 8 mai, des fêtes de la victoire, et se dire, bon ben moi ce que je veux, c'est d'abord substituer à cette guerre militaire, une guerre commerciale, des échanges qui en tout cas sont autrement moins violents et plus pacifiques, et se dire les questions de sécurité c'est régional, à chacun de se débrouiller dans un monde multipolaire. Moi j'essaie d'organiser l'Amérique de mon côté, par contre j'ai une influence mondiale, impériale sur le plan économique, financier, commercial, par contre sur le plan sécuritaire, qu'il se débrouille. Oui, mais néanmoins dans cette ère des empires qui apparaît à nouveau renaissante, forcément, pour ne pas se marcher sur les pieds, il faut tout de même qu'il y ait des arrangements entre les empires. Là, il y a un empire américain qui ravive la doctrine Monroe, étendue à l'ensemble du Nouveau Monde, et qui déborde sur le Groenland, où il y a d'énormes ressources minérales. Mais ça implique aussi de s'entendre avec Moscou pour dire à Moscou, bon, vous faites un peu ce que vous voulez en Europe. Ah bon, faites ce que vous voulez en Europe. C'est-à-dire que finalement, le nouveau maître de l'isthme eurasiatique, de l'Europe, c'est Moscou dans l'esprit de dans l'esprit de Trump, c'est en quelque sorte une cogestion des vassaux européens. Les empires se gèrent et gèrent leurs à côté, leurs féaux. Que les Européens continuent à acheter des F-35, ça oui, parce qu'il faut faire des affaires. Hein. Enfin, c'est une vue de l'esprit, ça. La Russie n'a jamais été le suzerain d'une Europe, quelle qu'elle soit. C'est pas du tout... Ça, c'est ce qu'on essaie de nous faire gober, que la Russie voudrait dominer l'Europe. Ça n'a jamais été son objectif. Mais Trump, lui, considère que l'Europe a une vocation à la vassalisation. Ça, c'est possible, par ailleurs. Qu'elle a une vocation à la soumission. Au fond, elle est servile par nature, ou qu'elle l'est devenue. Elle ne le fut pas jadis, mais elle l'est devenue, il n'a pas tort, hein, dans une certaine mesure. Et donc, forcément, des grands empires renaissants sont obligés de se parler pour délimiter leurs frontières, délimiter les frontières de leurs influences, disons, et donc, du même coup, établir les termes de leur coexistence pacifique pour qu'elle ne soit pas justement militaire et guerrière. Et ça concerne aussi la Chine avec Taïwan, etc. Justement. Et c'est là où on voit d'ailleurs que Trump essaye de rapatrier au maximum l'industrie des puces électroniques taïwanaises vers le sol américain parce qu'il voudrait l'affranchir d'une éventuelle tutelle de Pékin au cas où Pékin mettrait la main sur... C'est quoi alors à ce moment-là le deal de Trump? C'est à chaque fois, moi j'ai des positions stratégiques militaires avec l'OTAN en Europe, j'ai Taïwan avec les Chinois, je vais vous faire quelques concessions, mais vous en échange, on va rééquilibrer les termes des échanges économiques, commerciaux, financiers. Oui. C'est ça un peu oui, je crois dans sa tête. Poutine a une particularité, si je peux dire, c'est de constamment mêler les termes économiques de la négociation avec Trump. Les termes économiques de l'échange avec les termes diplomatiques. Ouais. C'est-à-dire qu'il dissocie jamais les deux. Ouais. Il fait du chantage avec le militaire pour avoir de l'économique. Il fait du chantage avec l'économique pour augmenter le militaire, mais pas à des fins guerrières, mais à des fins toujours finalement économiques au bout du compte.